L'invité de la matinale. KTO Radio. Quand on parle des vitraux, certains d'entre vous pensent peut-être à ceux de la cathédrale de Chartres, des vitraux qui ont même donné leur nom à une couleur, le bleu de Chartres, pour leur redonner leur lettre de noblesse. Le Centre international du vitrail basé à Chartres met en place une application mobile inédite. Quelle est la fonction des vitraux? Comment ont-ils évolué durant les époques? Jean-Paul Deramble, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin, merci d'être avec nous sur KTO Radio. Vous êtes le président du conseil scientifique du Centre international du vitrail. Rappelez-nous d'abord la mission du Centre international du vitrail de Chartres. Voilà, le centre existe depuis presque 45 ans maintenant. Il a trois objectifs. Le premier, c'est faire connaître la création du vitrail. Je le mets en premier, création contemporaine en particulier, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vitraux aujourd'hui, donc des expositions, des catalogues. Deuxième pôle qui est la valorisation du patrimoine sous forme de visites, d'accueil de classes du patrimoine et de conférences et de cours et de colloques, voilà. Et puis un troisième pôle très intéressant qui est de la formation professionnelle pure et dure, soit courte, soit longue, qui permet d'exercer ce métier, en tout cas cet art du vitrail, dans des conditions tout à fait professionnelles. Alors vous connaissez très bien les vitraux. Et dites-nous quelle est la fonction initiale du vitrail. Alors le vitrail est un art qui n'est pas très ancien, puisque ça remonte au Moyen-Âge. Le verre est connu depuis très longtemps, mais on s'est pris de goût, on s'est pris d'affection pour le verre et on lui a donné deux fonctions. Bien sûr la lumière qui doit être diffusée largement, abondamment dans un espace ecclésial. Donc toute l'architecture va accompagner cette évolution en offrant des fenêtres de plus en plus importantes dans l'architecture gothique en particulier. Et puis, profitant de cette lumière, transmettre un message. Et donc, il se trouve que ces vitraux, en tout cas ceux du Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance, racontent des histoires qui sont liées évidemment à l'histoire chrétienne, au mystère chrétien, mais on profite, les artistes et les clercs et les commanditaires ont profité d'un média extrêmement puissant qui est lumineux d'une part et informatif d'autre part. Alors les vitraux ne sont pas toujours faciles à lire, à interpréter. Et il faut le reconnaître. Ont-ils pu d'ailleurs être le fruit de mauvaises interprétations par le passé? Alors c'est un vrai travail que de se lancer dans la lecture des vitraux. On a une première perception, évidemment, quand on rentre dans la cathédrale, en Chartres en particulier, mais celle de cette luminosité, des couleurs qui se projettent, le bleu. Alors c'est extrêmement sensible et c'est déjà énorme. Maintenant, il y a une deuxième approche qui est un peu plus exigeante, qui consiste à rentrer dans le détail. Et il se trouve que ces verrières sont constituées de petits panneaux qui eux-mêmes comportent des personnages, des architectures, enfin tout un ensemble de détails qui renvoient à des textes, les textes de l'Écriture sainte, les textes de la légende dorée. Et donc à ce moment-là, on a un véritable travail de lecture et donc d'apprentissage de cette lecture parce que c'est un langage visuel et il faut bien prendre les panneaux les uns après les autres. Alors ça suppose une bonne visibilité, ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années parce qu'ils étaient très noirs, très sombres, on n'y voyait plus rien. La cathédrale de Chartres. Voilà, ils sont à peu près tous restaurés dans une luminosité impeccable. Enfin, en plus, on a découvert qu'ils étaient d'origine à 95%. Enfin, c'est un patrimoine absolument exceptionnel. Mais une fois qu'on a la visibilité, il faut encore qu'il y ait la lisibilité. Et alors là, eh bien, ma foi, il faut être accompagné parce que aujourd'hui, à part quelques histoires comme la Passion, la vie du Christ, voilà, des histoires extrêmement, ou la vie de la Vierge éventuellement, les autres histoires sont quand même beaucoup plus difficiles d'accès. C'est les histoires des saints. Il faut relire à ce moment-là les textes du Moyen-Âge, la légende dorée en particulier, c'est déjà un très bon manuel. Mais ça suppose là de s'y atteler et d'être assez patient. Et c'est justement c'est fatigant. Et c'est justement le principe de l'application que le Centre international du vitrail met en place. Quelle a été l'intuition d'abord? Quelle a été votre intuition pour monter ce projet? Eh bien, on est devant un paradoxe quand même qui est celui d'un patrimoine exceptionnel,
très bien entretenus. On a dépensé des fortunes pour cela, qui fonctionnent finalement à minima, Mmh. puisqu'on profite simplement d'une impression lumineuse, colorée, et disons qu'on profite à peu près de 10 à 15%, mais il reste 80% de messages que personne ne lit vraiment. Et donc, il y a cette idée de vraiment profiter d'un patrimoine extrêmement riche en informations. Et pour ça, il y a des livres, bien sûr, on a déjà tout écrit, mais la lecture d'un livre, c'est aussi une aventure, et puis ça ne se fait pas vraiment quand on visite la cathédrale. Donc on voulait vraiment rendre accessible la reconnaissance de chaque panneau. Il se trouve qu'on a un outil dans la poche, tout le monde a un outil qui est l'appareil, le téléphone qui Oui, comporte le un appareil smartphone, photo. oui. Voilà. Et alors, il se trouve qu'avec une application qui profite de la reconnaissance faciale, on peut photographier un panneau. Et à ce moment-là, on aura la correspondance, dans quel vitrail ce panneau se situe, quelle histoire ça raconte, sur quoi ça ouvre comme compréhension du mystère chrétien. On va le faire un peu à trois échelles, mais ce sont des informations très rapides. Mais en même temps, à partir de là, on peut grossir, avoir un zoom qui permet de voir des détails. Alors là, c'est vraiment un plaisir infini parce que les détails sont très très nombreux et très soignés, même dans le dessin d'un arbre, dans le dessin d'une architecture, dans le dessin d'un visage. Il y a vraiment énormément à gagner. Et puis, cette application renverra évidemment à d'autres vitraux on aura accès évidemment à la base de données très facilement. Par leur C'est un outil qui se veut très démocratique. Et par leur couleur, leur grandeur, les vitraux sont considérés comme des vraies œuvres d'art à juste titre. Combien de temps de fabrication demande un vitrail, même aujourd'hui? J'imagine qu'avant c'était long et j'imagine Oui. qu'aujourd'hui c'est encore le cas. Alors, le vitrail, c'est un art onéreux. Suger a dit qu'il a dépensé pour ses vitraux à peu près autant que pour la construction. Ça coûte très cher, ça coûtait très cher et ça coûte encore très cher aujourd'hui à restaurer. C'est un art assez délicat. Le verre résiste bien, mais enfin, malgré tout, il faut toujours tout démonter, tout laver, remettre en plomb, refaire les selleries. C'est une opération assez monumentale qui nécessite des échafaudages. Donc, c'est un art précieux qui demande des gros moyens pour l'entretien et pour la conservation. On a fait des doubles vitrages maintenant qui certainement permettront à ces vitraux de passer plus de 50 ans avant la prochaine restauration dans un état de luminosité tout à fait satisfaisant. C'est un art précieux et à l'époque c'était difficile à faire en plus au Moyen-Âge parce que on n'avait pas les produits, les Saint-Gobain n'existaient pas et donc on avait des tout petits fours et il fallait fabriquer ce verre à partir du sable des rivières qu'on allait chercher évidemment dans les forêts. Et la gageure, c'est de fondre cette silice et de la fondre aux alentours de 1000 degrés, ce qui est énorme. Au Moyen-Âge, on a un petit procédé qui permet d'abaisser la température de fusion en rajoutant du sodium ou en rajoutant d'autres fondants, mais il faut quand même monter à 700-800 degrés. Et donc, il fallait beaucoup de charbon de bois en plus, il fallait que les charbonniers donc, étaient dans les forêts, et on avait des petits morceaux de verre. Alors une fois qu'on a les petits morceaux de verre, c'est déjà l'essentiel, c'est la matière première, des morceaux de verre colorés, puisqu'on mettait des oxydes métalliques directement dans la silice en fusion, et on obtient des bleus, des rouges, à partir du cuivre, à partir du manganèse, à partir du plomb, enfin on a énormément d'oxydes métalliques. On n'a pas beaucoup de couleurs au Moyen-Âge, petit à petit on va avoir des couleurs de plus en plus sophistiquées. Et puis une fois qu'on a ces morceaux de verre colorés, il faut à ce moment-là les assembler suivant un dessin préalable qui est préparé. Et on sait qu'on va représenter tel personnage, telle scène. Et pour ajouter à la lisibilité, on peint sur le verre une peinture, une grisaille, qui est une sorte d'émail noir qui demande une nouvelle cuisson pour être fixée définitivement sur le verre. Et les vitraux ont-ils toujours été figuratifs avec des personnages, des scènes bibliques?
Alors pas toujours, non, puisque même au Moyen Âge, on a deux écoles. L'école dominante, c'est évidemment les vitraux figuratifs, mais les cisterciens qui s'opposent à beaucoup de choses de Cluny en particulier, préconisent, eux, des verrières blanches, des grisailles très simples, qui donnent tout crédit à la lumière, mais qui ne racontent pas d'histoire. Et puis, à vrai dire, très vite, la formule du vitrail historié narratif s'épuise parce que c'est tellement d'histoires qu'il y en a trop. Si vous êtes à la Sainte-Chapelle, par exemple, là, on est complètement dépassé par toutes ces histoires qui n'en finissent pas. Et donc, très vite, dans la deuxième partie du Moyen-Âge, on va augmenter la taille des panneaux pour avoir des tableaux un peu plus spectaculaires. Et petit à petit, l'art narratif va s'épuiser. Et finalement, après la Renaissance, à l'époque moderne, on ne fait plus de vitraux narratifs, on préfère des verrières des grisailles très lumineuses qui mettent en valeur à ce moment-là les tableaux, les sculptures, et tout le mobilier de l'art baroque, mais qui donnent aussi une très belle ambiance lumineuse. Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, voilà, c'est très, très homogène. On revient au vitrail narratif au 19e quand on veut restaurer ces églises à la manière médiévale. Alors on refait du néo-gothique. Et puis l'art accompagne évidemment, enfin l'art du vitrail accompagne les recherches artistiques de l'époque. Et donc aujourd'hui, on a eu tous ces derniers temps énormément de vitraux non figuratifs, assez minimalistes, très intéressants au niveau du traitement de la lumière et de la proposition de quelques couleurs. Voilà, maintenant on éprouve le besoin de revenir un peu plus au figuratif. L'intérêt du vitrail aujourd'hui est seulement esthétique? Eh bien, non, le vitrail, bien sûr, a un impact esthétique énorme, mais il a un impact mystique aussi, parce que le fait de travailler comme ça avec la lumière, on touche la transcendance. Donc, ça reste quelque chose qui transporte quand même les esprits, même si c'est une grisaille, même si c'est un vitrail assez minimaliste. Je pense aux vitraux de Soulages, par exemple, à Comte. Bon, ils sont tout à fait minimalistes, mais ils ont une force de luminosité et le trait est suffisamment épuré pour qu'on soit transporté dans un autre monde beaucoup plus spirituel finalement. C'est le bénéfice de la lumière. Quand on travaille avec la lumière, on est transporté dans un monde lumineux. Et dernière question, Jean-Paul de Ramble. L'application que vous avez mise en place sera bientôt disponible. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle sortira du cadre de la cathédrale de Chartres, en quelques mots? Alors, une fois qu'elle sera au point, elle est facile à transposer et il faut avoir les bases de données. On a à peu près tout en photo maintenant, donc on a des bases de données très solides. Et évidemment, le but, c'est de rendre les vitraux de Bourges, les vitraux de Troyes, les vitraux de la Sainte-Chapelle aussi, pourquoi pas, mais là, c'est déjà un gros travail, mais de rendre tout ça accessible. Et ça sera fantastique que les enfants, les plus âgés, profitent de cet outil extrêmement accessible qui nécessite quand même une belle technologie derrière et des grosses bases de données. Donc ça coûte quand même un peu. C'est pour ça qu'on fait une campagne de dons pour que cet outil soit accessible gratuitement, sans condition. Voilà, donc c'est une fois que ça va être au point, ça l'est déjà, mais il faut qu'on passe à la phase opérationnelle maintenant. Ça va pouvoir se multiplier. Les applications vont se multiplier, oui. Merci beaucoup Jean-Paul de Ramble d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Et j'invite ceux qui nous écoutent à aller faire un tour sur le site centre-du-6 vitrail.org pour découvrir votre musée et en savoir plus sur le projet d'application. Bonne journée. Merci, bonne journée, à bientôt.